La phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, a débuté depuis ce lundi 10 juin sur l'ensemble du territoire national. C'est le complexe scolaire La Grande Académie, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a accueilli le lancement officiel des épreuves écrites. Au total, 124 860 candidats prennent part à cet examen à l'échelle nationale. L'événement s'est déroulé en présence des autorités politico-administratives, notamment le préfet de l'Atlantique, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Awandinou, et la direction départementale du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Donnez le meilleur de vous-même, vous avez compris? Sans peur, ça va bien se passer. Voilà. Les candidats, bonne chance. Le BPC unique. On ne parle plus de BPC modèle long, modèle court, on en a suffisamment parlé. Donc les candidats composent dans toutes les matières. Et les admissibles vont composer en anglais. C'est la grande réforme cette année. Lorsque chacun joue sa partition, ça se passe très bien. Le gouvernement joue sa partition en mettant tout le dispositif en place, en mettant en place les orientations qu'il faut suivre. Le ministère joue sa partition. Il y a également le CNE, le Conseil national de l'éducation, dont on ne parle pas souvent, qui veille également au grain. Les jours d'examen désormais sont devenus des jours de fête. Fête parce que l'année s'est bien déroulée, les parents d'élèves ont pleinement joué leur partition, les candidats aussi, et tout le monde est venu à l'heure dans les centres. Avec la rupture, nous avons eu des acquis qu'on va conserver définitivement. Et c'est le grand souhait. L'autre est que la programmation de la rentrée prochaine est faite. Et nous connaissons déjà quand est-ce qu'on va commencer la prochaine rentrée avec le démarrage effectif des cours. C'est comme ça un pays se construit. Et c'est tout ce qu'on attendait de nos gouvernants que le président Patrice Talon est venu nous offrir finalement. Nous lui disons merci. C'était la première commune qui a bénéficié des infrastructures de qualité. Et la période et le moment où nous avons eu à bénéficier de cette infrastructure routière, c'était une période très grave en ce temps-là. Parce que moi, je suis agent de santé avant d'être CA. En ce temps, chaque week-end, pas moins de 10 personnes qui décédaient sur ce goudron. Mais je vous dis aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 0% du décès. Là, c'est une vérité. C'est grâce à Talon. De Vacon, bientôt aux Aguégués, depuis 1960, on n'a pas vu ça. Donc cette voie-là est en construction. Moi, j'ai fait 17 ans, j'ai négocié pour que des poteaux arrivent dans mon village qui était loti, où il y avait assez de bâtiments, mais je n'ai jamais trouvé un poteau électrique. Donc, un peu partout maintenant dans mes structures, on a ces poteaux. Par rapport aux attentes, les poteaux sont implantés, mais il y a des endroits où le jus, on n'a pas encore mis la lumière dans les choses, dans les câbles là. Il y avait la désinformation, la sous-information par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire. Il faille que cette période se dessine pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Je vous l'avoue, il y avait des choses que nous-mêmes, on ne maîtrisait pas. Ces séances de reddition de comptes qu'on a démarrées, je vois que le pays, ça marche. Le pays est sur orbite. On dit souvent, celui qui a l'information a le pouvoir. Et même si vous travaillez, si vous faites tous les efforts du monde et vous ne communiquez pas autour, des gens pensent que vous ne faites rien. Et je crois que cette initiative du gouvernement du président Patrice Talon, qui consiste à rendre compte de ces 8 années de gestion, est appréciée à sa juste valeur. Même si les gens refusent de voir les choses avec le cœur, il y a au moins les yeux qui les obligent à contempler toute la splendeur d'un Bénin qui se métamorphose, un Bénin qui se transforme avec élégance dans un élan d'engagement et de détermination pointue. Comment résister devant un Bénin devenu si beau et souverain qui fait un travail acharné pour garantir
le bien-être à ses populations actuelles et futures. La population d'Adjara, en chœur, chante l'hymne de la gratitude à son Excellence, M. Patrice Talon, pour sa vision, ses efforts et ses sacrifices au service du développement économique et du bien-être social commun. Vous avez vu la route ceinture que la plupart d'entre nous ont emprunté pour venir ici. Avec ces bretelles, telles que la bretelle de Ranvier, qui débouche sur la route inter-État Porte-Novo-Igolo. Et sans oublier la bretelle aussi du carrefour Méré-Dionou, qui débouche surtout sur l'embarcadère frontière avec le Nigeria. Alors, en termes de réalisation, on ne peut que remercier le président Patrice Talon. Mais toujours est-il que les populations sont comme les syndicalistes. Lorsque le gouvernement en fait, les syndicalistes en veulent plus. Il y a des réalisations de grande envergure. Lorsque nous prenons le stade de l'Amitié, 22 stades pour les 77 communes, nous en avons bénéficié. Lorsque nous avons le stade omnisport moderne, il faut de voies pour aller vers là. Et c'est ce qui amène la population à souhaiter que la voie promise à Vrancourt, Kouti, Takon soit réalisée parce que le stade est là. L'hôpital de zone 3A, qui en intercommunalité concerne Adjara, Avrancourt, Akpro, Misrete, qui bientôt va démarrer selon ce que nous avons entendu de la bouche encore maintenant du DDS Ouémé. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il ne faut pas avoir de voie pour aller là? D'où la voie Adjara, Wendoji, c'est-à-dire Avrancourt, Akpro, Misrete, qui est demandée par la population. Nous avons bénéficié du lycée technique agricole, dont les études ont montré que pour Avrancourt, ça va vite démarrer. Le bloc administratif est au niveau de Diomon, précisément dans la zone d'Afadi-Tamen. Alors, est-ce qu'on peut aller au lycée sans prendre pas une voie de qualité? D'où encore la voie Avrancourt, Diomon, Katagon. Donc c'est très important. Donc les trois voies qui sont indiquées ont une pertinence aujourd'hui du fait que nous avons des infrastructures, des ouvrages, des structures de grande qualité sur ces voies. Je leur ai expliqué que les routes coûtent cher. Le kilomètre de route bitumée coûte 1 million. Quand c'est 2 fois 2 voies, c'est encore plus. Jusqu'à 2 milliards 500 millions. Donc, le gouvernement investit pour les routes. Et ces routes, c'est dans tout le Bénin. Et que ce gouvernement est le gouvernement qui a réalisé le plus de routes dans nos villes, sur les routes inter-États et dans nos campagnes en termes de désenclavement des localités rurales. Donc, c'est ce que nous avons dit et je crois qu'il y a espoir. Peut-être que mon village n'a pas bénéficié de tout ce qui se fait au niveau de la commune. Ce qui importe pour moi, c'est qu'est-ce que le Bénin devient. Qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire. Il y a des projets qui impactent des communes ensemble. Et tout ce que le chef de l'État est en train de faire en ce qui concerne les cantines, les écoles, impacte Bonou. Mais ce n'est pas de la ferraille et du béton en même temps. Parce que ce qui préoccupe beaucoup plus la population tout de suite, c'est les voies, c'est les bâtisses. Mais le développement d'un pays n'est pas que ça. Il y a des investissements dans l'humain et qui montrent ces résultats, qui produisent ces résultats au fil des ans, au fil des années. Au-delà de tout ce que nous disons, je pense que les populations même capitalisent déjà à leur propre niveau les actions clés du gouvernement. Parce que spontanément, vous les avez vus, ils ont pris la parole et ont témoigné des actions dont ils ont bénéficié personnellement, individuellement dans leurs foyers respectifs. C'est de cela il s'agit. J'ai vu des élèves qui ont dit ouvertement combien les élèves filles orphelines qui ont témoigné de ce que dans leur statut, ne pouvant plus continuer les écoles, elles ont été secourues par un grand projet du gouvernement qui leur a permis non seulement d'avoir les fournitures scolaires avec les manuels au programme et aussi d'être appuyées par les transferts monétaires conditionnels, à savoir le petit déjeuner, le dîner. Ça, c'est nouveau. Pour ce qui est de personnel au niveau des différents secteurs, santé, éducation et consorts, parfait aussi, parce que nous n'allons pas nous voiler les faces. On est heureux
Et au-delà de ma personne, tous les Béninois sont contents d'être déjà accueillis par un peuple frère, ami, les Ivoiriens, qui nous ont montré leur fraternité. Et ça s'est remarqué sur le stade. C'était une joie immense. Et cette victoire vient encourager le gouvernement. Et l'effectif des guépards actuels est un peu axé sur le championnat béninois. Et nous avons près de 7 joueurs du championnat béninois qui jouent en équipe nationale. Grâce au gouvernement qui met les moyens à notre disposition, que nos frères qui sont au Bénin, qui ne peuvent pas venir, qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas la volonté de la fédération ni du ministère pour délocaliser le match vers la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à être en communion avec l'équipe pour que la victoire puisse être célébrée ensemble. Au Niger, les soldats américains ont commencé à se retirer des bases d'Agadez, de Walam et de Difa. Ils sont plus d'1 millier à rejoindre la base d'escadrille de l'aéroport international de Niamey pour un retour aux États-Unis suite à la signature de l'accord de retrait entre les deux pays le 19 mai dernier. Sur les 946 membres du personnel américain, plus de 269 et plusieurs tonnes de matériel ont quitté le Niger. Ainsi, ce vol du 7 juin du 7-17 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine depuis la base aérienne 101 de Niamey marque le début d'une série de rapatriements du personnel et du matériel, conformément à l'accord du 19 mai 2024. Face aux exigences de Niamey, Washington a accepté à la mi-avril de retirer du pays ses soldats déployés dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Sur le sol nigérien, les États-Unis disposent d'une importante base de drones près d'Agadez, construite pour 100 millions de dollars. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département américain de la Défense reconnaissent les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Ils se félicitent mutuellement des efforts déployés dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées nigériennes et expriment leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Ce départ s'ajoute à celui de l'armée française. Les États-Unis avaient espéré un temps pouvoir rester au Niger, mais les relations se sont dégradées en mars, après la visite d'une délégation américaine. Nouvelle attaque des forces de soutien rapide au Soudan. Dimanche, le groupe paramilitaire a tiré des coups de feu sur des personnels médicaux et des patients et a pillé un établissement de santé, rapporte Médecins sans frontières. Il s'agit de l'hôpital du Sud à Al-Fasher, la capitale de la province du Nord Darfour. Au moment de l'attaque, l'hôpital comptait 10 patients et une équipe médicale réduite, car l'organisation humanitaire et le ministre de la Santé du pays avaient déjà commencé à évacuer les patients et à transférer les services médicaux. La plupart des patients et l'équipe médicale ont réussi à fuir la fusillade. Le groupe paramilitaire a intensifié son offensive pour tenter de prendre le contrôle du dernier bastion de l'armée dans la région du Darfour. Le mois dernier, 2 semaines de combat à Al-Fasher et dans ses environs ont fait plus de 220 morts. Le président du Kenya, William Ruto, assure pouvoir envoyer la semaine prochaine ou la suivante 1000 policiers en Haïti. Effectué dans le cadre d'une mission validée en octobre 2023 par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce déploiement apporte un soutien à ce pays des Caraïbes en proie à la violence. Les forces de l'ordre kenyanes épauleront la police haïtienne dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population. D'autres pays doivent également contribuer à cette mission, parmi eux le Bénin, les Bahamas et le Tchad.
Au Kenya, l'opération a suscité de vives critiques et a fait l'objet de recours en justice. Un parti d'opposition jugeant l'opération inconstitutionnelle, illégale et invalide a déposé à la mi-mai un nouveau recours accusant le gouvernement d'outrage au tribunal. La Haute Cour du Kenya doit examiner cette affaire le 12 juin. L'ONG Human Rights Watch a fait part de ses préoccupations en matière de droit concernant la mission et de ses doutes sur son financement. La police kenyane est souvent accusée par les défenseurs des droits humains d'utilisation excessive de la force et d'exécution extrajudiciaire. Chaque semaine, dans le district de Madi-Okolo en Ouganda, ces femmes se réunissent avec une idée en tête, chercher des solutions afin de protéger le karité. Cette ressource vitale contribue grandement à la subsistance et à l'économie locale. Cependant, cet arbre est sérieusement menacé par la production de charbon en dépit d'une loi qui le protège. En plus de sensibiliser nos hommes au danger de l'abattage de ces arbres, nous devrions également plaider et sensibiliser d'autres organes gouvernementaux sur ce problème d'abattage d'arbres devenu endémique. Pour faire entendre leur voix, Béatrice Mondoro a créé le groupe d'entrepreneuriat des femmes du Karité en 2020 qui compte 50 membres. Désormais, en tant que district, nous avons mis en place une ordonnance pour protéger tous les arbres et la fabrication de charbon de bois est également interdite. Le sous-comté a également adopté un règlement. Quiconque est pris en train de couper un arbre est sévèrement sanctionné afin de dissuader les autres et de faire comprendre que toute infraction sera punie. Déterminé à restaurer l'écosystème et à préserver cette précieuse ressource, ce collectif a pris l'engagement de replanter tous les arbres de karité. Dans les régions de l'Ouest et du Nord, on comptait jusqu'à 34 arbres à karité par hectare. Cependant, au fil des 8 dernières années, ce chiffre a dégringolé. Nous mettons en œuvre des mesures d'atténuation, telles que la promotion de ce que nos communautés appellent la régénération naturelle gérée par l'agriculteur. La plupart de ces espèces d'arbres ont la capacité de se régénérer naturellement après avoir été coupées. Une fois qu'elles ont repoussé, nous encourageons nos concitoyens à conserver quelques pousses qui émergent de la souche principale, de manière à ce qu'elles puissent être gérées et se développer pour devenir de grands arbres à leur tour. La demande mondiale de noix de karité s'élève à plus de 350 000 tonnes. L'Ouganda ne produit que 3 tonnes par an. Le pays vise près de 2000 tonnes par an. Pour ces femmes, la préservation des arbres de karité en danger ne concerne pas uniquement les revenus immédiats, mais revêt une importance capitale pour la protection de l'environnement et le bien-être des générations à venir. Après la disparition de l'avion militaire transportant le vice-président du Malawi lundi, le président Lazarus Chakwera a ordonné une vaste opération pour retrouver l'appareil. Le pilote n'a pas pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité causée par les intempéries. Les autorités de l'aviation lui ont donc conseillé de retourner à Lilongwe. Mais ils ont perdu le contact avec l'avion. Le commandant de la force de défense du Malawi m'a immédiatement contacté et je lui ai ordonné de lancer une opération de recherche et de sauvetage. Le chef de l'État a dû annuler son vol pour les Bahamas prévu lundi soir. Il a alors assuré que les recherches continueront jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé. Je sais que certains médias ont rapporté que les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues. Mais c'est totalement faux. Les soldats de la force de défense du Malawi sont toujours sur le terrain. Et j'ai donné des instructions strictes pour que cette opération continue jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé. J'ai aussi demandé aux responsables qui supervisent l'opération de communiquer régulièrement des mises à jour sur l'avancement de l'opération.
afin que nous soyons tous informés des progrès réalisés, pour découvrir ce qui est arrivé à nos proches, nos collègues et nos compatriotes qui étaient à bord de ce vol. Accompagné de 9 autres personnes, le vice-président Solos Chilima, âgé de 51 ans, a quitté la capitale Lilongwe lundi à 9h17. Cependant, il n'a pas atterri comme prévu environ 45 minutes plus tard à l'aéroport international de Mzuzu, la 3e ville du pays. Pour la première fois en 2024, les taux d'intérêt égyptiens se stabilisent. L'annonce a été faite par la Banque centrale du pays ce lundi. Le taux d'intérêt atteint désormais 27,75% après 2 augmentations successives de 800 points. Par ailleurs, l'inflation a également baissé, passant de 32,5% en avril à 28,1% en mai. Ces nouveaux chiffres résultent de la politique de libéralisation du taux de change de la livre égyptienne entamée par le Caire le 23 mai dernier. Cette politique, soutenue par le FMI, favorise la baisse de l'inflation et la stabilité des taux de change dans le pays. La Banque centrale égyptienne souhaite poursuivre ses efforts pour contrôler l'inflation. Elle prévoit une nouvelle baisse avec une chute importante au premier semestre de 2025. Les opérations de réduction de l'excès de liquidité monétaire ainsi que la suppression du marché parallèle d'échange permettent d'envisager la poursuite de ces progrès. Être en Égypte pour promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est la mission du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, arrivé ce lundi au Caire. Après 8 mois de guerre entre le Hamas et Israël, il doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour promouvoir un plan de trêve proposé par Joe Biden. Selon ce plan, Israël se retirerait des centres de Gaza et le Hamas libérerait les otages. Le cessez-le-feu durerait 6 semaines avant d'être prolongé selon les négociations. Blinken discutera aussi avec le président égyptien de la réouverture du point de passage de Rafah, crucial pour l'aide humanitaire, avant de se rendre en Israël pour rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est ici, sur le site de l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir au Maroc, que se sont réunis les acteurs de la gouvernance mondiale pour la réunion de printemps du Forum de Paris sur la paix. Un forum de Paris dans un pays africain, une première mais aussi un symbole des intérêts communs entre le Nord et le Sud et surtout du rôle désormais incontournable de l'Afrique comme continent apporteur de solutions aux problèmes mondiaux. Pour nous, les technologies, ce n'est pas des technologies locales. La technologie est là d'une manière globale. Ce sont les innovations, c'est l'adaptation de la technologie à la réalité du terrain qui est locale. Mais la technologie est globale. Et donc, les jeunes chercheurs que vous avez vus hier, quand ils travaillent sur une technologie, pour eux, l'horizon, c'est le monde. Ce n'est pas juste le Maroc ou l'Afrique. Donc, c'est ça le motto de l'UM6P, c'est vraiment Empowering Minds pour développer des technologies souveraines, déjà, donc sur le continent africain, mais pour répondre aux défis mondiaux. Le thème de cette année, des transitions justes alors que les pays sont confrontés à un dilemme, concilier préservation de l'environnement et réduction de la fracture énergétique. Seulement 40% de la population africaine a accès à l'électricité. Et sans accès à l'électricité, on ne peut pas avoir accès à la santé, à l'éducation, à l'industrialisation. Alors de quel type de transition parlons-nous? Pour moi, tout est une question d'accessibilité. Nos citoyens doivent comprendre qu'ils ont le droit d'accéder à l'électricité, à l'énergie, à une éducation de qualité. Et avec toutes ces choses, ils pourront se développer. Nous pourrons parler de justice seulement quand nous serons égaux. Dans ce contexte, comment financer une transition énergétique juste et attirer les investisseurs en Afrique? Il faut que le secteur public, le secteur privé, les philanthropes, tout le monde travaille ensemble. Les gouvernements africains vont devoir continuer à investir dans les infrastructures, par exemple, surtout énergétiques, pour donner l'accès, c'est une priorité. Mais aussi le secteur privé doit pouvoir aussi investir parce qu'il y a de l'argent à se faire aussi. Organisé en collaboration avec la fondation Mo Ibrahim, le forum s'est conclu par le lancement de l'Atlas,
Une plateforme collaborative entre pays du Nord, Afrique et pays du Sud. Des experts de haut niveau ont également fondé le Conseil mondial pour les minéraux de transition responsables.